Bienvenue sur Tiara Pro, la plateforme qui aide les jeunes talents de la diaspora à comprendre les règles du jeu professionnel, occuper leur place avec assurance et bâtir une carrière qui a du sens. Je suis votre hôte Inès Solène et je vous souhaite une bonne écoute. Donc bonsoir tout le monde, on va commencer. Comme je disais, merci de vous joindre à nous pour ce live qu'on a voulu faire ce soir sur le syndrome de l'imposteur. Tiara Pro, c'est une initiative qu'on a lancée tout fraîchement, tout récemment. Parce qu'on voulait parler, on voulait s'adresser aux femmes de la diaspora d'ici et d'ailleurs, mais surtout sur des thématiques qui nous touchent toutes et dont on n'ose pas souvent parler. Parce qu'on s'est rendu compte que plusieurs avaient les défis similaires. On est dans une société où on parle énormément de comment lancer son business, telle affaire, que ce soit la bourse, l'immobilier et autres. Mais au finish, le matin, quand on doit se lever pour aller travailler, comment est-ce que je fais pour maintenir mon boulot? Comment est-ce que je fais pour avoir une promotion? Comment est-ce que je fais pour évoluer? Comment je sais même quel boulot me correspond? Toutes ces questions, on ne sait pas souvent vers qui se tourner et qui pourrait y répondre. Donc, Tiara Pro vient se positionner sur cette tranche-là pour aborder tous ces sujets-là pour lesquels on n'a pas forcément de réponse au travers d'interviews comme ça, de conversations inspirantes et surtout très terre-à-terre où on parle de ces sujets-là sans tabou et sans langue de bois. L'idée, c'est d'être un maximum transparente pour justement que ça porte vraiment du fruit dans nos vies au quotidien, quoi. C'est vraiment pas trop futé, trop lisse. On parle de nos expériences et il faudrait que vous sentiez un maximum libre de dire quels sont les challenges que vous avez rencontrés. Vous pouvez le mettre en commentaire. Et surtout, 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 si vous pensez que ça peut faire du bien à quelqu'un que vous connaissez, une sista, une amie, une copine, une ennemie, j'en sais rien. Quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien, n'hésitez pas à partager le lien. Plus on est, plus on rigole. Vous allez voir, on est super sympa. D'ailleurs, pour ce premier live, j'ai choisi d'inviter une amie à moi qui travaille plus ou moins dans le même domaine que moi. Donc, toutes celles qui sont familières avec le milieu du conseil vont se retrouver, mais il n'y a pas, vous verrez que le syndrome touche bien plus de strates de la société que nous toutes les deux. Elle a un parcours assez atypique et suffisamment inspirant pour que je l'invite à être la première, la première pour un live sur Tiara Pro. Donc voilà, j'ai invité Cynthia. Est-ce qu'on peut épingler Cynthia et est-ce que Cynthia, tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît? Bonsoir. Bonsoir à tous et toutes. Coucou Cynthia, comment tu vas? Je vais très bien, merci, merci encore Inès de m'avoir, permis de pouvoir intervenir sur cette plateforme et voilà, merci à toutes et chacun de vous d'être présentes. Comme Inès l'a dit, on va aborder des points qui sont, voilà, qui sont assez intéressants parce que c'est des sujets qui nous parlent à tout un chacun d'entre nous et on espère que ce soit très, très interactif, voilà et que chacun de nous puisse être concerné par ce qu'il va dire et puisse finalement trouver des réponses pour ceux qui en ont besoin, voilà, par rapport à cette mini discussion qu'on aura, entre nous. Yeah, ok, super. Super, super. Ok, Cynthia, est-ce que tu peux te présenter d'abord? Parce que c'est vrai que, et puis bon, je vais aussi me présenter parce que je ne l'avais pas fait tout à l'heure. Je suis host de la plateforme, host ou hôte de la plateforme. Je suis donc moi-même consultante IT depuis quelques années, chef de projet sur des projets du digital et notamment dans une grosse entreprise qui fait du conseil plutôt bien coté, très renommé de la place. Et je fais ça depuis 7 ans pour être très succincte, mais je vais laisser Cynthia se présenter parce que c'est mon invité et que c'est ma plateforme, donc je pose les questions. Donc, si... Voilà, bon, vous avez prévenu que ça allait être assez rigolo, donc allez. Alors, pour me présenter assez rapidement, donc Cynthia Simo, je suis épouse, maman de 2 enfants, donc une de 6 ans et la deuxième Choupinou, elle a 7 mois. Voilà, originaire du Cameroun, donc j'ai grandi, et j'ai quitté le Cameroun à l'âge de 16 ans à peu près. Et après du coup, les 16 ans, j'ai rejoint d'abord l'Angleterre et ensuite, du coup la France, pays dans lequel je réside actuellement et dans lequel j'ai fondé ma famille.
Alors, j'ai un parcours académique assez monumental, mouvementé, mais au final, par la grâce de Dieu, je me suis retrouvée. Voilà. Et, comme Inès m'a dit, actuellement, j'occupe le poste de consultante en consolidation, donc manager de transition dans tous les métiers de consolidation. Avant, j'ai travaillé aussi notamment enfin, dans l'audit des comptes consolidés dans des cabinets. Et aujourd'hui, je suis consultante indépendante dans tout ce qui est métier de finance et précisément au niveau de la consolidation. Voilà. Waouh! Est-ce que vous avez retenu quelque chose? Elle a dit tellement de choses, Cynthia. On va découper. Je pense qu'on va scinder un peu toute ton introduction parce que ça se voit que tu es une femme pleine de ressources qui a fait énormément de choses. Donc, on va y aller petit bout par petit bout. On va commencer déjà par ton parcours déjà académique parce que tu as dit qu'il y avait pas mal de choses qui se sont passées. Et il y a Denis qui demande en plus qu'est-ce que c'est la conciliation. Donc, déjà, commençons par le parcours académique. Tu nous as dit qu'il y a des petites choses qui se sont passées. On veut bien savoir. Ah, on peut rien cacher. Et Alors, effectivement, pourquoi il a été assez particulier c'est que, en fait, après mon bac, je pense que comme beaucoup d'entre nous, en fait, quand j'ai eu mon bac, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Ou du moins, j'avais une petite idée, mais la famille, en fait, autour de moi, ils avaient plus envie que moi, je fasse ce qu'ils avaient. En fait, ils avaient tous une petite idée de ce qu'ils voulaient que moi, je fasse plus que moi-même, hein. Donc, je me suis retrouvée un peu perdue, voilà, entre ce que l'oncle voulait, entre ce que le papa voulait que je fasse. Et comme j'étais très jeune, on me disait à chaque fois, tu sais peut-être pas vraiment ce que tu veux faire, laisse-nous t'aider. On veut te tenir la main, on sait, voilà, tu es intelligent, tu as eu le bac à 16 ans, voilà, donc peut-être que la médecine sera bien pour toi, peut-être que, et cetera. Donc, ce qui fait que je me suis retrouvée d'abord à prendre des cours, bah, du coup, de médecine en Belgique. Bon, j'ai sauté parce que, comme je l'ai dit, mon parcours, il est quand même assez grand. Chose que je n'ai pas finalement aimée parce que pour moi, je ne trouvais pas que c'était voilà, c'était quelque chose qui me correspondait. Donc j'ai un peu changé. Ensuite, du coup, je retourne à Londres, dans lequel en fait, enfin Londres, pays dans lequel je mets le pied un peu dans la finance pour la première fois. Parce qu'il faut dire que j'ai un bac D au pays, enfin, c'est un bac scientifique, mais plus poussé dans tout ce qui est voilà, enfin, médecine, etc. Tout ce qui est scientifique. Donc la comptabilité, c'est quelque chose que je n'avais pas, que je connaissais pas. Je n'avais pas du tout de notion là-dedans. Et donc je me trouve un peu en plein dans ça. Je découvre le métier que j'aime d'ailleurs, parce que voilà, ça parle des chiffres. Euh, et je me dis pourquoi pas. Donc, j'apprends le métier pendant 3 à 4 ans à Londres. Je quitte Londres pour des raisons assez personnelles. Bon, les parents n'ont pas un peu trop laissé le choix aussi. Et là, je me retrouve en fait en France où je continue finalement ce parcours-là de finance que j'avais entamé à Londres. non, mais juste, du coup, Oui, à Londres, oui. tu avais fait d'abord des études en anglais ou vraiment il fallait en plus apprendre la langue, il fallait s'adapter au Ah, contexte. Enfin, juste oui. pour que tu comprennes. C'est vrai que sur ce côté-là, enfin, j'étais un peu visionnaire et j'ai essayé un peu de toute petite, pas vraiment toute petite, mais quand j'étais au collège, j'avais une petite idée de et s'il fallait que je voyage, le pays dans lequel je voulais aller, ce serait tel pays. Donc, je savais que j'allais être dans un pays anglophone où on parle anglais. Et donc, je me donnais les moyens d'apprendre la langue anglaise. Je Ok. me rappelle quand j'étais à l'église, enfin à l'époque, j'essayais à chaque fois de traduire dans le groupe des enfants. Je voulais être celle-là qui traduit parce que, enfin, notre pasteur, il était, enfin, il parlait, il était plus anglais, donc ce qui fait que certains fidèles étaient anglais. Et des fois, il y avait des petites, voilà, on avait besoin des jeunes pour traduire aux autres qui ne comprennent pas. Et donc, j'essayais un peu de faire ces petites métiers-là parce que je me disais, il faut que ça me forme pour que quand je voyage, je ne sois pas totalement perdue dans le pays, voilà, dans le pays dans lequel j'allais être. Donc, je me suis un peu formée là-dedans. Et donc, quand j'obtiens mon bac, je ne suis pas totalement bilingue, mais j'ai une petite base qui me permet de tenir. Parce que quand j'arrive à Londres, les cours, ils sont complètement en anglais, 100% anglais, il n'y a pas du tout de français. Donc, c'est vrai qu'effectivement, ça pourrait être potentiellement une barrière. Mais j'ai quand même essayé de, voilà, de plus ou moins m'en sortir parce que j'avais un petit background et j'ai Ok. essayé de vraiment mettre les moyens pour pouvoir m'en sortir. J'avais pas le choix de toutes les façons, il fallait le faire. Tu étais déjà, ok, d'accord. Donc tu passes 3 ans comme ça à Londres, tu Oui, fais de la compta et tu viens en France et tu continues en compta.
Je viens en France, je continue en compta dans une autre école, dans une école de commerce, mais effectivement, ouais, je continue en compta. D'accord, ok. Et là, tu obtiens ta licence, ton bachelor. Alors, il faut savoir que le quiproquo, c'est que quand j'arrive en France, certes, je continue dans la compta, mais je reprends, de zéro parce que, l'établissement dans lequel j'étais, ils avaient c'est-à-dire, en fait, les cours étaient, c'était un parcours un peu anglo-saxon ou plutôt américain dans le sens où tu pouvais choisir tes Ok. matières à Hmm, l'année, voilà, tu pouvais dire, voilà, enfin, moi, cette année, je veux pas trop réfléchir, bah, je prends 2 courses, 3 courses ou 3 sujets, 3 matières et hmm, ce qui fait qu'il y avait cette difficulté-là à faire des correspondances et me dire, bah, là, à ce niveau-là, il faudrait peut-être te mettre en deuxième année ou en troisième année, c'était assez compliqué hmm. et moi, enfin, ils m'ont suggéré de reprendre la deuxième année. Je leur ai dit: «Bon, pourquoi pas reprendre la première année?» Moi, voilà, ça ne me dérange pas. Je suis prête à reprendre s'il faut et bah, du coup, je reprends, de 0, non seulement pour comprendre déjà comment ça se passe en France et pour, m'assurer d'avoir toutes les bases nécessaires. Ok, ok, ok. Donc là, tu termines ton parcours. La question, du coup, c'est à quel moment est-ce que déjà, vraiment waouh, comme Dominique dit, vraiment waouh, parcours vraiment très atypique. Donc, du coup, ok, ton parcours académique se termine. Est-ce que pendant ton parcours académique, tu fais face au syndrome de l'imposteur? Parce que c'est ça le sujet du jour. Est-ce que pendant ce parcours académique dans lequel tu t'es lancé, tu as rencontré ce syndrome? Effectivement, je l'ai beaucoup rencontré parce qu'il faut savoir que quand, je quitte déjà, Londres pour la France, heu, c'était dans un contexte qui était pas très gai et j'y arrive brusquement. Donc le départ n'est pas vraiment préparé et je n'ai pas les papiers français. J'ai les papiers anglais, mais je n'ai pas les papiers français. Hmm. Voilà. Il y a quelqu'un Waouh, qui va se même reconnaître. même Inès qui me connaît ne connaissait pas, c'est la petite histoire là, cette partie de mon histoire et donc j'arrive dans un pays nouveau et je n'ai même pas les papiers qui me permettent de qui me permettent d'être légitime, d'être dans le pays. Donc il y a cette Hmm. première barrière-là en fait qui est là et qui me bloque. Donc ce qui fait que, certes, par la grâce de Dieu, j'arrive à intégrer une école de commerce. Je fréquente, mais pendant 3 ans, je n'ai pas les papiers. Je ne sais pas comment je fais. On ne m'a jamais embêtée à l'école, on m'a jamais demandé, quoi que ce soit. J'ai passé, le concours Tu as comme pu ça. te réinscrire chaque année Je me sans... suis réinscrite chaque année sans avoir les papiers et ça c'est quelque chose qui n'avait pas été bloquant jusqu'à enfin, une petite parenthèse, c'est à monumental. partir de la troisième année que du coup mon tuteur de l'époque, parce qu'on priait ensemble, donc il a une vision et il dit: «Viens, on va aller dans telle préfecture» et c'est là qu'on rencontre en fait, des groupes d'étudiants, qui accompagnent, les élèves en fait, voilà, dans la démarche d'obtention des papiers et cetera et donc là, on me présente que voilà, je viens de Londres, j'ai les papiers anglais, mais voilà, enfin bref et par la grâce de Dieu, j'obtiens, mais qu'à la troisième année. Donc Hmm. voilà, donc c'est vrai que pendant mes trois premières années, j'ai pas l'impression d'être à ma place. Je me sens illégitime et donc je suis un peu braquée en fait. Je suis braquée parce que je me dis, je suis même pas, enfin, ça se trouve, c'est même pas ma place en fait. Donc je Hmm. rigole avec les gens, mais très vite, j'ai peur. J'ai peur et j'ai peur de m'exprimer, j'ai peur de trop parler parce que quelque part, je me dis, enfin, tu n'es même pas à ta place, en fait. Mm, mm, Tu mm, n'as même pas les papiers, enfin, voilà. Donc, s'il faut bien creuser, ça se trouve, c'est pas ce que tu dois enfin, c'est pas vraiment là où tu dois être. Donc effectivement, je fais beaucoup face à ça et ça me renferme. Dans les travaux de sentiment groupe d'être fake, quoi. comment? Sentiment d'être fake. D'être fake en fait, de ne pas vraiment appartenir en fait, à ce voilà, aux personnes qui sont censées être dans cette école. Donc quand on donne même des exercices et cetera, où il faut parler en groupe, bah, je me mets toujours en retrait parce que j'ai l'impression de ne pas être légitime en fait. Mm, De voilà, de donner mon avis tout simplement. Parce que pour moi, déjà il y avait le poids, de l'origine, d'où je venais parce que pour moi, je me disais déjà qu'en tant que Camerounaise, bah, j'arrive dans un endroit qui est tout nouveau, je connais pas, je comprends pas, on me dit: «Il faut une présentation en groupe, il faut s'exprimer». Moi, je connais pas moi oui. ça, Ah s'exprimer oui, ah en oui. groupe, il faut parler devant les gens. Je dis: Mm, «Mais mm, 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 mm.
C'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Je me reconnais totalement. J'ai fait un post d'ailleurs LinkedIn récemment là-dessus en racontant que enfin, au Cameroun d'où on vient, en tout cas, beaucoup de pays africains peuvent se reconnaître dans cette façon, dans cette méthode éducative, qui est que le prof est un peu tout puissant, quoi. Il Mmh, explique et quand, même quand tu rends ta copie, tu dois recracher ce qu'il a dit. c'est Tu ça. ne t'attends pas à ce que tu inventes des choses, que tu donnes ton avis, sinon tu vas recevoir une copie qui dit hors sujet, quoi, tout Oh, simplement. tout à fait. Tu vois, on ne s'attend pas à ce que tu sois créatif, on s'attend à ce que tu recraches ce qui a été dit, tout simplement. Et donc, quand tu viens dans un contexte européen, tu vas évoluer dans un contexte européen où on s'attend, et même très anglo-saxon aussi, qu'on te pousse à faire tes recherches et à challenger, tu as du Surpasser. mal à passer le cap. Très Mmh. souvent, et parlons aussi de l'accent. Je ne sais pas si tu as eu ça, mais moi, je me souviens, moi, je suis arrivée avec mon accent, mais véritable. Et puis, je me souviens, alors, j'étais pas hyper, j'avoue, je me suis pas rendu compte de ça tout de suite. C'est en parlant quelques années plus tard avec mes premiers amis qui m'ont dit, mais Inès, tu avais un de ces accents. Mais bon, ça m'a pas complexé pour autant, mais je sais que ça peut être un complexe pour plusieurs, ouais. Ouais. Oui, oui, c'est vrai que ça a été un complexe parce que, comme tu l'as si bien dit Inès, nous, au Cameroun, on est vraiment basé sur l'individualisme, en fait. Tu rends ta copie, tu travailles, tu fais tes exercices. En Europe, j'arrive, on me dit: «Il faut travailler en groupe, il faut faire des travaux de groupe, chacun faire ses recherches et après il faut s'exprimer chacun». Donc ça, c'était un exercice qui était très dur pour moi parce que déjà que j'avais déjà ce poids-là de me dire: «Je suis même peut-être pas à ma place, là où je Mm. suis, c'est voilà, je n'appartiens vraiment pas à ce milieu-là». Et en plus de ça, il fallait parler. Donc, ce qui fait que moi, même quand un sujet me parlait, je préférais chuchoter la réponse ou alors Mm. donner mon avis à quelqu'un à côté de moi pour que la personne véhicule le message en me disant: «Bah, comme ça, si c'est faux, il faut pas que je me ramasse la honte devant tout le monde. Je pense pas que je vais devoir supporter ça». Déjà, il y a tout ce poids psychologique dans ma tête. S'il faut qu'après les gens je disais: «Non, c'est trop pour moi». Voilà, donc j'appelle, je dis: «Mais c'est peut-être pas ça, c'est peut-être pas ça» et donc je dis: «Bon, tiens, elle est Mm. peut-être plus légitime à voilà, peut-être qu'elle aura la manière, elle aura les mots, elle aura la» enfin et c'est quelque chose que j'ai traîné pendant tout mon cursus scolaire, parce qu'il faut savoir que j'ai changé d'école. Certes, j'ai été dans cette école-là, l'école, déjà par T'es lequel rencontré. J'ai rencontré Inès. Et pour mon master, j'ai changé d'école parce que je voulais aller dans une école un peu plus avec beaucoup plus enfin beaucoup plus classée, voilà, Mhm. dans le master que je recherchais et là-bas, effectivement, j'ai aussi fait face à ça. Tu peux nous J'arrivais dire pas. l'école, hein? Tu peux nous dire Comment? l'école. C'est Tu peux nous l'INSEC. dire l'école. C'est Ouais. j'étais à l'INSEC Mm. et heu et j'ai toujours été renfermée. J'ai toujours été beaucoup renfermée. Heu, Ouais. l'un des L'un des endroits dans lequel j'ai beaucoup expérimenté aussi le syndrome de l'imposteur, c'était au niveau des entretiens. Les entretiens d'embauche. C'est-à-dire qu'après le parcours académique, au niveau du parc à l'entrée du parcours professionnel, entretien d'embauche pour moi c'était un calvaire. Je pleurais. Oh, calvaire, au point de pleurer, mais Je pourquoi? pleurais. Mon mari à l'époque, quand il m'a connue, heu, il faisait des coachings, mais 3 jours avant, le même jour, et cetera. Parce que j'avais toujours l'impression que je ne peux pas, je vais pas y arriver. J'avais l'impression que ce n'est pas enfin, je ne peux pas défendre ma place finalement. Je me rappelle à un entretien, on m'avait demandé: «Pourquoi moi?» et il y a eu un blanc total, un blanc total parce que dans ma tête, je me disais: «Mais pourquoi moi?» En réalité, pourquoi Mm. moi? Ça se trouve, les personnes en face de moi, ils sont beaucoup plus qualifiés que moi, donc pourquoi moi en vrai? C'est une vraie question c'était quelque chose qui me tracassait. Moi, les entretiens, je postule à une offre, je trouve que c'est quelque chose qui me correspond parfaitement, qui Mm. correspond à mes expériences, mais au moment de défendre, le pourquoi, je n'arrivais pas et mon mari qui me disait à chaque fois: «Tu as des capacités, tu peux le faire. En plus, tu es bilingue, tu parles bien anglais, mais pourquoi? Est-ce que tu veux être comme nous là? Nous, on est» j'ai dit: «Mais» en fait, il disait: «Mais je vois des capacités en toi que toi-même tu ne vois pas» et je n'avais pas, la capacité de voir, en fait, le potentiel que j'avais parce que je m'étais martyrisée à l'intérieur de moi. Pour moi, je n'étais j'étais pas à ma place. Pour moi, j'avais l'impression de ne pas être capable Mm. de Mm. faire quelque chose.
Ah Mmh. oui, en tout cas, ça évoque quelque chose parce il y a Dominique qui dit ah, mais moi, les entretiens, pareil, je faisais des malaises, je postulais à des postes qui étaient en dessous de ses capacités. Et en vérité, c'est très féminin, ce truc-là, c'est très féminin. Les femmes, c'est prouvé que les femmes n'osent pas occuper leur place. Elles ont tendance à minorer même leur succès histoire de... Elles se sentent pas très légitimes et elles trouvent que ça manque de féminité que d'assumer tous ces succès. Donc, elles ont tendance, en fait, à baisser, à minorer leur histoire, à raconter une histoire un peu plus basse pour ne pas avoir l'air trop sûre d'elles-mêmes. Et c'est vraiment réel. Donc, je pense que c'est le bon moment pour se donner une petite définition de ce que c'est que le syndrome de l'imposteur, avant qu'on attaque comment est-ce que ça s'est manifesté dans ta carrière. Donc, du coup, quand on dit syndrome de l'imposteur, toi, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Après, moi, je vais te dire, je vais rebondir. Alors pour moi, quand j'entends syndrome de l'imposteur, c'est cette faculté qu'on a à s'auto-flageller, à l'intérieur de nous-mêmes. Alors c'est Ok. c'est-à-dire qu'en fait, on aura cette capacité à nier, la propriété de toute réussite, de tout accomplissement, que ce soit Mhm. professionnel ou académique, et en essayant de mettre en fait, sur des facteurs externes comme, bah, la chance, les relations, j'ai été au bon endroit au bon moment. Mm, Voilà, pour moi, c'est vraiment cette capacité de vraiment douter de soi-même. mm. Au-delà de la peur de l'échec, voilà, doute de soi-même et se sentir toujours illégitime, en fait, quel qu'en soit où on est, quel qu'en soit ce qu'on fait. Je suis d'accord avec ça. Je vais juste rajouter aussi ce que moi j'en pense. Je trouve que le syndrome de l'imposteur, c'est le paroxysme même du manque de confiance en soi. C'est vraiment le top notch Mmh, du manque de confiance en soi. Parce que, premièrement, ça se caractérise par des pensées qui sont récurrentes. C'est vraiment un manque de confiance en soi, mais chronique. Tu doutes tout le temps, mais tout le temps de toi. Peu importe combien tu fais des exploits, tu doutes toujours de toi. Ça, c'est une chose. Effectivement, il y a ce que tu as cité, qui est le fait que tu ne t'appropries jamais les réussites. C'est toujours grâce à ton équipe ou c'était par hasard qu'on m'a choisi. Jamais tu te dis ah oui, c'est vraiment parce que j'ai bossé dur pour y arriver. Et troisièmement, c'est surtout les personnes qui en souffrent ont cette fâcheuse tendance à penser qu'on va les démasquer à un moment donné. mmh, Elles ont tout le temps le sentiment qu'elles fake et donc elles vont vivre dans la crainte de ah mince, mais si jamais on découvre en fait que je ne suis pas à la hauteur et si jamais je j'y arrivais pas, tout le temps en train de se mmh, dire mais quelqu'un va découvrir que je suis donc une imposture. C'est tout d'où à fait. j'aime vraiment le terme imposteur qui est utilisé à chaque fois. Et je trouve ça tellement subtil, mais tellement subtil. Alors bien évidemment, vous pouvez avoir tous les trois ou un des trois. Ça peut se manifester de différentes manières et Mmh, à toutes les saisons de nos vies. Ça peut être, je sais pas moi, une fiancée qui a peur que son mari de demain se rende compte qu'elle ronfle et donc du coup, syndrome de l'imposteur. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça peut se manifester de de différentes plusieurs manières. manières. Tout à Dans la fait. carrière, comme, je ne sais pas, une future maman qui se dit ah, mais je ne sais pas si je serai à la hauteur, est-ce Mmh, que je serai vraiment une vraie mère? Et peut-être que ma fille va découvrir ou mon fils va découvrir plus tard qu'en fait, que j'étais une mère qui n'a pas du tout bien fait les bons choix. Enfin, ça peut vraiment se manifester de différentes façons. Et c'est pas seulement de façon académique ou quoi. Et surtout, ça peut toucher différentes personnes, qu'elles soient tout à fait. intelligentes, moins intelligentes. Mmh, mmh, mmh. Vraiment, tu peux être doctorante, professeur, et toujours en souffrir malheureusement. Si tu ne te poses pas enfin, si tu ne t'assieds pas pour te poser les bonnes questions. Très bonne question, tout à fait. Donc maintenant qu'on a fait ce petit interlude, on peut poursuivre sur comment est-ce que ça s'est manifesté dans nos carrières. Donc, j'ai donné les trois éléments qui indiqueraient potentiellement si vous avez un syndrome de l'imposteur. Et je peux commencer par faire mon mea culpa pour vous aider à identifier si vous l'avez ou pas. Parce que moi, je pense que je me retrouve un peu dans la catégorie des personnes qui ont toujours peur d'être fake. Alors, je ne l'ai pas eu tout de suite, mais c'est surtout quand je suis rentrée dans le milieu du travail. Donc, comme je l'expliquais au début, j'indiquais que je suis consultante. Ça, c'est mon job de tous les jours. Le challenge avec
fait d'être consultante, c'est que quand on prend un consultant, on s'attend à ce qu'il vienne avec les réponses. Enfin, Mmh, ceux qui connaissent un peu le monde du conseil, c'est un peu ça. On prend un consultant, une entreprise embauche un consultant, c'est parce qu'il a un problème et il se dit que ce consultant-là a les réponses à tout. Le souci, c'est que quand tu sors d'école, parce que énormément de consultants sont embauchés en sortie d'école, tu sors d'école, tu connais pas la vie. Est-ce que tu es censé venir expliquer à quelqu'un qui a 20 ans, 30 ans de carrière comment faire son travail? mmh, Euh, Comment est-ce qu'on fait? Surtout que les consultants sont très, très mal vus parce que, et très mal perçus parce qu'on se dit qu'ils ont un chargeable incroyable, enfin, leurs tarifs sont très élevés. mmh, mmh, Quand on nous voit, on est limite les personnes à abattre. Et donc, de se dire que tu viens tout fraîchement diplômé en te disant, OK, d'accord, je vais venir expliquer. Enfin, tu es très mal perçu. Et le challenge, et c'est ce que j'ai appris à mes dépens, c'est d'apprendre rapidement, d'apprendre vraiment très rapidement. Donc, comment le syndrome de l'imposteur s'est manifesté? Alors, j'ai vécu en plus en plein Covid. C'était vraiment incroyable comme sentiment. Je suis montée sur une mission qui était assez technique parce que j'ai pris mmh, le technique à la base. Je fais une école de commerce, pareil que Cynthia, je fais une école de commerce. Et finalement, j'ai été redirigée, divinement inspirée vers tout ce qui est tech. Donc, je me retrouve dans le milieu de la tech, qui est un milieu où il y a énormément d'ingénieurs, et donc ce n'est pas du tout ce que j'ai appris à l'école. Donc, je n'ai même pas de personne vers qui je peux me tourner directement pour demander, mais oh, comment tu fais ça, comment tu t'en sors et tout ça. Je n'ai presque personne vers qui me tourner. Et les seules personnes que je connaissais en rentrant dans l'entreprise ont quitté l'entreprise avec un très mauvais témoignage. Donc, je n'aurais même pas pu leur poser la question. Donc, je me retrouve un peu démunie et je monte sur cette mission qui est à un moment donné très technique. On devait refaire une base de données. Enfin bref, je passe les détails. mmh, Et là, grosse crise, mais vraiment grosse crise. Je ne sais pas comment gérer. Et j'ai honte de dire que je ne sais pas comment gérer. J'ai honte de demander, mais comment est-ce qu'on fait concrètement? Parce que je me dis que si je pose la question, je vais paraître idiote. J'ai pas envie de paraître bête, donc je ne pose pas les questions, je les garde pour mmh, moi. Mais je vous assure que j'ai perdu du poids. C'était une expérience que je déconseille à tout le monde. Pendant le Covid, des gens ont perdu du poids pour différentes raisons, mais en tout cas, moi, pour cette raison-là, vraiment, ça m'a aidé à perdre du poids. C'était incroyable. J'en stressais. J'étais totalement angoissée, paniquée, mais j'avais vraiment peur qu'on se rende compte que je n'y arrivais pas parce que je ne savais pas. Alors que de toute façon, la personne qui m'a embauchée sur le job savait que je n'avais pas les compétences parce que je ne suis pas ingénieur. Donc, ce n'est pas ce qu'on attendait de moi. En réalité, ce qu'on attendait de moi, c'était de poser des questions, justement. Euh, ne pas avoir honte ni peur de se tromper, mais de comprendre que c'est comme ça qu'on apprend. mmh, Donc, comme je dis, je l'ai appris à mes dépens. J'ai perdu quelques kilos, bon, tant mieux, ça m'a aidé. Mais c'est pas le but, en fait. C'est vraiment pas le but. C'est ce qu'on veut dire aussi, c'est que si vous savez, et ça, je le dis en même temps, enfin, j'avance un petit peu dans la conversation, mais ne faites pas comme moi. Ne faites vraiment pas comme moi. Posez des questions, même si vous allez paraître idiote, c'est pas grave. Vous apprenez, c'est comme ça. On apprend à marcher en tombant, hein, donc c'est pas grave. Posez des questions. Enfin bref, ça c'est un peu mon histoire. Mais et d'ailleurs, si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire. Et comment vous aussi vous avez fait face à ce syndrome de l'imposteur, ça nous intéresse. Mais oui, Cynthia, toi, du coup, ça s'est manifesté comment? manifeste. Alors moi, c'est tout autre chose. Moi, ça s'est manifesté vraiment dans le moi, j'avais la caractéristique, la peur de s'approprier ses propres réussites. C'était vraiment là, Mhm. c'était vraiment sur ce volet. Alors, je parlerai aussi de ma première expérience professionnelle, parce que c'est là que là, j'ai eu un cas très, très, très précis là, lors de ma première expérience professionnelle. Donc avant d'être consultante, j'ai été aussi j'ai d'abord fait de l'audit dans un cabinet, voilà, dans des cabinets d'audit. Et quand on est audit, en fait, quand on est auditeur, pardon, on a des clients. Donc on audite des sociétés, on audite les comptes annuels, les comptes consolidés, dans le but de retrouver, si possible, des anomalies. Donc s'il y a des anomalies qui sont significatives, c'est-à-dire qui dépassent le seuil qui a été fixé, on remonte. Donc j'étais dans une équipe où il y avait bah, des très bonnes têtes. Hein, voilà, faut savoir que moi à cette époque, j'étais toujours la pire. Voilà, dans ma tête, c'était comme ça. Ma tête fonctionnait toujours en j'arrive quelque part, c'est pas ma place.
Voilà, je suis la dernière et les autres, voilà. Donc j'arrive, je vois une équipe où il y a des personnes qui sont très bien faites. Dans une équipe, en fait, c'est vraiment gradé, enfin, c'est en fonction du grade. Donc j'étais junior, effectivement, il y avait des juniors avec moi, il y avait des seniors, il y avait les managers, les senior managers et l'associé. Donc on travaille, chacun a son scope, en fait, son scope. Donc moi, j'étais sur, la valorisation, donc il fallait regarder et cetera. Je me rends compte d'un écart. Je me dis: «Non, c'est pas possible. C'est pas possible que ce soit un écart parce que de toutes les façons, quand je vois toutes les têtes là, c'est pas possible qu'eux, ils n'aient pas vu et que ce soit moi qui me rend non, 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 c'est pas possible». Tout de suite, je dis: «Non, il y a peut-être un truc». Ou alors peut-être qu'ils ont déjà vu, mais ils se sont dit: «C'est rien, c'est pas significatif». En fait, tout de suite, je me dis: «Non, il est impossible que ce soit moi qui, voilà, qui tombe sur cette erreur-là et que ce soit réellement une erreur». Donc qu'est-ce que je fais? Comme en académique, donc je me cache toujours derrière, voilà, je me cache derrière quelqu'un. Je vais voir, ma manager, ma senior à l'époque, je lui dis, «Bon, regarde un peu ça. Je sais pas, est-ce que tu peux regarder?» Je ne dis pas: «Je crois qu'il y a» ou alors: «J'ai constaté qu'il y avait une anomalie». Non, je le dis pas parce que j'ai tellement peur. Je me dis: «Ça, c'est pas quelque chose que je peux faire». En tout cas, de toute façon, je suis junior, donc je lui dis: «J'ai regarde un truc, je crois qu'il y a un enfin, est-ce que tu peux regarder, tu vois?» Donc elle regarde effectivement et elle se rend compte de l'anomalie. Je ne lui dis pas qu'effectivement il y avait quelque chose que moi, en fait, j'ai vu. Donc elle appelle la manager, il signale en fait et ça remonte assez haut parce qu'en réalité, c'était une vraie anomalie qui Mmh. devrait être signalée parce que ça allait être un frein à la signature des comptes, en fait. C'est-à-dire qu'au niveau de la lettre d'affirmation, on allait voilà, ça dépassait fortement le seuil. Donc la valorisation à ce niveau-là, elle était fausse. Donc j'ai tellement eu peur et je n'avais tellement pas confiance en moi de m'approprier en fait le fait de trouver quelque chose qui n'allait pas. Donc j'ai retiré en fait cette charge-là ou ce voilà et je l'ai jeté sur ma senior et je lui ai dit: «Regarde». Donc elle a porté effectivement le problème, elle a remonté au manager, le manager a remonté à l'associé et on a vu effectivement qu'il y avait quelque chose. Mais c'était plus moi, c'était la senior. Et je Mmh. me suis dit à ce moment: «Ah tant mieux, au moins, bah» et le pire avec le syndrome, c'est que tu te trouves toujours des raisons. Et je me suis dit: «Bah, tant mieux, peut-être que, elle avait les mots pour bien expliquer, bien élaborer la situation. Peut-être que ça aurait été moi, j'aurais peut-être pas bien parlé finalement, je crois que j'aurais Mmh. peut-être pas été hyper Tu éloquente. pas su Voilà, t'exprimer. j'aurais peut-être Mmh. pas su m'exprimer, et cetera et donc ça s'est passé comme ça et j'avais toujours ce mal-être en moi, où je me Elle a disais pris toute la gloire quoi, surtout. voilà, voilà et voilà, enfin, je sais pas si on peut passer au déclic. Quand Oui, est-ce oui, que oui, je allons-y, clairement. donc À le quel déclic moment est-ce que en tu fait te rends ouais, compte que c'est un problème? je me rends compte que c'est un problème quand ça commence, à se répéter et ça commence à impacter même sur mes prises de décision. C'est-à-dire qu'au niveau même de mon personnel, je voyais que voilà, ça j'arrivais même plus à donner mon avis sur des trucs parce que j'avais l'impression de ne pas être légitime. Mmh. Donc c'est quelque chose qui me pèse et je commence à prier pour ça parce qu'à cette époque, je traverse aussi des situations personnelles qui me challenge. J'essaye de me rapprocher de Dieu et je creuse un peu. Je me dis: «Ça, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas bien». Heu, Donc c'est vraiment le ce dé moment-là, quand ouais, cet événement-là se passe avec, cette senior manager, à qui oui. OK, d'accord, c'est vraiment ça le déclic. C'était ça le déclic en fait, si tu veux, c'était le plus gros. C'était le truc le D'accord. plus Là où flagrant tu qui m'a te fait dis: vraiment voilà, qui m'a fait voir que là, «Non». c'était pas possible OK. et donc à ce moment-là, je commence à prier, je me dis: «Bon, faut peut-être que ça change», voilà et je continue mon parcours, je quitte ce cabinet et donc j'intègre un autre cabinet de conseil. Mmh. Sauf que je ne sais pas ce qui va se passer par la suite. J'intègre ce cabinet de conseil, en consultant et plus auditeur, en conso. Donc ils me prennent et à ma grande surprise, ils me disent: «En fait, on a besoin de quelqu'un qui a un profil en consolidation parce qu'on veut ouvrir une autre branche, carrément de conso. On n'a pas un profil de consolideur et on a le souhait de l'ouvrir, en fait et de pouvoir gagner des missions en conso et de recruter par la suite» et là, je dis: «OK, donc ça veut dire que là, je vais être en front office, j'aurai plus de backup, il y aura plus de manager à côté de moi à qui je vais filer l'info pour qu'elle aille voilà, pour qu'elle le remonte parce que c'est plus simple comme ça pour moi» et je me retrouve face un peu à mes petits défis, en fait.
peurs, tes grosses à mes peurs, peurs, je à mes rigole. grosses peurs et là je me dis: Tes grosses «Comment je vais peurs, les sueurs froides. Comment comment je vais faire?» Et comme je priais par rapport à ça, je me dis: «Ah peut-être que c'est le moment de faire face à la situation en fait. C'est le moment d'y faire face et c'est le moment de, bah, du coup, finalement peut-être de guérir». Et Alors, là, attends, juste pause, Cynthia. Il y avait Dominique moi qui avait demandé, mais c'est quoi la consolidation? Avant qu'on ah, aille trop vite. ouais pardon, on va définir la consolidation parce que c'est vrai que j'en parle beaucoup. Le métier de consolidateur, c'est, pour avoir des mots terre à terre, en fait, c'est l'harmonisation des états financiers dans une entreprise. C'est-à-dire que la conso, elle se fait généralement dans des grands groupes. Pourquoi? Parce que les grands groupes, en fait, ont des filiales. Donc en fait, je prends un exemple de la Société Générale, ils ont plusieurs Sociétés Générales un peu dans le monde entier et donc le consolidateur, en fait, il intervient parce qu'il y a un besoin d'harmoniser le résultat de chaque filiale, de chaque enfin de chaque entité Mmh. pour pouvoir avoir un résultat commun, donc un résultat du groupe total. Donc le consolidateur, en fait, il intervient, il récupère les données de chaque petite Société Générale, Cameroun, Côte d'Ivoire, et cetera. Il le consolide comme son nom l'indique et en fait, il sort, un résultat groupe. Voilà, un résultat consolidé, tout Elle simplement. essaie de dire qu'ils font une agrégation des données, tout simplement. Voilà. Avançons. J'espère que c'est plus clair. Elle va agréger tout ça, faire un beau package, lisser tout et puis voilà, c'est ça son travail. Voilà, c'est ça le travail et donc OK. et voilà, donc pour revenir à ce que je disais, j'ai été je j'accepte cette offre-là et bah, je suis devant toutes mes peurs et là, on me dit: «Bah, il faut répondre aux appels d'offres». Ça, c'est quelque chose que je ne faisais pas en audit, donc Mmh, je me retrouve en train de passer des entretiens 3 fois par semaine. C'est-à-dire que quelque chose qui me dérange, qui me faisait énormément peur, bah, j'étais obligée de le faire, tout le temps et finalement, à force de le faire, en fait, 3 fois par semaine, c'est un exercice que finalement j'ai travaillé, je me suis forgée. Je me suis dit: «À un moment donné, il faut peut-être que ça voilà, il faut peut-être que tu arrives à t'approprier, enfin, il faut peut-être que tu arrives à te légitimiser un peu, il faut que tu arrives à comprendre que, bah, tu peux le faire et essayer de sortir, en fait, au fond de toi, ce que tu as finalement comme capacité. Exactement Marie, practice make perfect, c'est vraiment ça. Donc je l'ai pratiqué plusieurs fois et je me suis rendu compte que finalement, toute seule, bah, c'était pas si difficile que ça. «Ah, en fait, ah d'accord, donc je peux parler». On me dit: «Pourquoi moi?» et bah, parce que, bah, je sais faire ça, je sais faire ci, tout je commençais à avoir cette attitude-là, bah, à dire en fait que oui, je sais faire ça en fait. commencer Oui, à te je prendre au peux sérieux, quoi. voilà, c'est ça et et bah, travailler, passer des entretiens, passer des soutenances finalement, bah, toute seule et par la grâce de Dieu, effectivement, on a gagné des marchés et cetera et donc là, là, c'était vraiment un déclic. Je me suis dit: «Bah, je me suis un peu découvert, Mmh, sans cette carapace-là qui me retenait et qui m'enfermait en fait, avec ces sentiments d'incapacité ou d'illégitimité» mmh mh. et voilà et donc au final, je me suis retrouvée en train de passer des entretiens, de gagner des marchés pour la boîte et de faire des Wow. choses que je me disais: «Mais ça, c'est pas pour moi, c'est pour Mmh. d'autres personnes» et Waouh. jusqu'aujourd'hui, ça reste un critère. Aujourd'hui, je suis consultante indépendante certes, mais quand je veux changer de client, je pars je choisis toujours le client qui va me faire sortir de ma zone de confort. C'est-à-dire que je vais toujours aller là où il y a un défi. Je vais toujours aller là où on cherche un manager de transition, où il y a peut-être pas d'équipe forcément, où Mmh. je vais être toute seule comme ça face à ma N+2. Il faudra que je remonte les informations et là, je suis sûre qu'à un moment donné, bah, il y a pas de trou, où te cacher. Tu es face à ton destin, tu es face à tes travaux et s'il faille que tu délivres des informations, je suis obligée de les délivrer et par la grâce de Dieu, jusqu'aujourd'hui, ça fait au moins 2 ans dans cette boîte et presque 3 ans que je suis indépendante et ça a toujours été, voilà, le cas dans mes missions. J'ai toujours été face à des situations comme ça et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, voilà, je ne suis plus prisonnière de ce sentiment-là, de ne pas appartenir à de ne pas pouvoir, délivrer ce que je connais et puis, Waouh. voilà. Ça t'a mis combien de temps selon toi finalement pour passer et faire cette transition-là, vraiment de partir de quelqu'un qui doutait énormément d'elle à devenir super confiante, à gagner des marchés, à passer un dep? Parce que ça Oui, aussi, c'est un cap. Mmh. bah, oui, parce que c'est vrai qu'un dep, pour souligner ce que tu dis, c'est que tu fais tout seul, en fait. Tu vas chercher ta pomme
tout seul, tu as besoin de parler avec les clients, tu as besoin de prouver que, bah, en fait, il faut passer par toi et pas par des cabinets qui sont déjà finalement connus et qui n'ont plus besoin de prouver quoi que ce soit. Et donc la tâche, elle est beaucoup plus lourde finalement, Inès, pour répondre à la question, de ça m'a pris combien de temps, s'il faut prendre en compte le volet académique, je suis restée dans ce syndrome, en fait, dans cette, illégitimité pendant à peu près, 5 à 6 ans. S'il faut vraiment parler de s'il faut voilà, s'il faut, compter, les années académiques, donc et ça, c'est voilà, c'est le ça m'a pris j'ai eu, entre le moment où j'ai réalisé que ça n'allait pas, Mmh. c'était à ma deuxième année, donc j'étais encore junior en cabinet d'audit. J'ai fait une troisième année, toujours dans cette voilà, dans cette, avec ces pensées-là. Je quitte du coup la troisième année. Je quitte, voilà, la troisième année pour, entrer dans notre cabinet, donc à partir du moment où j'ai su que ça n'allait pas, jusqu'à ce que je change, il m'a fallu à peu près 2 ans. Ah Il ouais, m'a quand même. fallu ouais, ouais, il m'a fallu 2 ans parce que pendant un an, je cherchais des solutions Ouais. et la solution est venue quand, bah, il a fallu que je quitte peut-être l'endroit où j'étais pour aller Mmh. ailleurs et là, faire face à des nouveaux défis finalement et par la grâce de Dieu, les remporter haut la main. Mmh. Donc finalement, le fait d'être en confrontation, de ne pas essayer de se cacher, mais d'oser faire les choses, d'oser changer, d'oser bouger, ça te force à te sortir de ta zone de confort et finalement, c'est ça aussi qui permet de se détacher de ce syndrome, le fait Tout de à fait. prendre, des nouveaux défis. Parce que quelqu'un Oui, pourrait se dire, quelqu'un qui nous écoute pourrait se dire: «OK, d'accord, je suis confortable dans ma enfin, je suis pas confortable dans ma situation, mais bon, j'ai pas envie de trop changer, je veux pas prendre trop de responsabilités. Surtout les chrétiennes, elles vont dire: «Elles vont travailler sur elles, elles vont travailler, il faut que je travaille ouais, sur moi». Je travaille sur moi, mais je travaille sur moi en retrait. Faut pas qu'on me voit trop, je travaille sur moi en lisant des livres, en off, mais jamais à prendre de nouvelles responsabilités. Au contraire, toi, pas du tout. C'est vraiment en te poussant à sortir oui, de ta zone de confort que, ce truc-là est parti. exactement. Mmh. Ça a été vraiment de sortir de ma zone de confort et faire face à la situation Mmh. et il a fallu, bah, choisir, c'est soit la vaincre ou soit acter que, bah, en fait, c'est plus fort que moi et du coup, je dis non au poste parce que le poste m'obligeait à sortir de ma zone de confort. À Mmh. ce moment-là, j'avais pas trop le choix. Donc il fallait le faire, il fallait faire face à ce manque de légitimité, répondre finalement à cette voix par des pensées positives, en fait, me dire: «Bah, finalement, je peux». Fi Parce que ce n'est que quand je me dis en moi que je peux, que j'arrive à matérialiser de l'extérieur, en fait et voilà. Est-ce qu'on peut aller un peu plus profond dans les conseils vraiment pratiques? Parce que là, il y a quelqu'un qui nous écoute, qui se dit: «OK, d'accord, bon, super, c'est l'histoire de Cynthia, OK, parfait». En plus, là, il y a ma maman qui est connectée sur le live et qui nous raconte aussi son expérience. Qui dit, du moment où bisous maman d'ailleurs, du moment où j'ai réussi mon concours d'agrégation en médecine, je panique à l'idée que je suis un maître, supposé tout connaître et si je me trompais? Non, ça, c'est vraiment réel. Il y en a plusieurs qui peuvent être connectés et se dire: «Mais effectivement», surtout ça arrive quand on doit prendre des nouvelles responsabilités. Je dois avouer que ça arrive, quand comme je vous racontais, tu es consultante, tu es junior, mais tu dois donner un conseil, donc tu dois t'afficher en tant qu'expert pour tout ce qui est nouveau manager même ou tout simplement tu as passé un entretien, ton CV était parfait, maintenant tu arrives sur le job: «OK, je fais quoi? J'ai dit que je savais faire ça, 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 mais est-ce que je sais vraiment le faire? Ouais. Est-ce que je Mmh. serai compétente?» Ou tu as même passé une période où tu n'as pas travaillé pendant un moment, pour celles qui, je ne sais pas, sortent de congé maternité ou Mmh mh. une période de sans emploi, ça peut être vraiment difficile de revenir. Tu te demandes: «Est-ce que je suis vraiment légitime?» Concrètement, qu'est-ce qu'elle peut faire? On peut leur donner de petites astuces comme ça. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Alors, moi, j'ai noté quelques petits tips, hein, quelques petits conseils, de par mon expérience à moi, parce que je ne peux que parler du vécu. Mais bien sûr, là, on n'est pas des expertes, Théorique, donc on ne parle que de nos histoires. voilà. Alors, partant de mon vécu et ce qui a marché avec moi, qui pourrait marcher potentiellement avec beaucoup de personnes, donc celles qui nous suivent, en fait, le premier point, ce que j'ai noté, c'est en fait de prendre conscience de notre identité, de savoir qui on est. Ça paraît assez large, assez peut-être banal, on va se dire, on l'entend peut-être tous les jours, mais il est très important,
de savoir notre identité. Pourquoi? Parce que comme, Inès l'a souligné quelque part, il y en a qui le sont, mais qui sont dans, qui sont victimes de ce syndrome, mais qui ne le savent même pas, parce qu'ils sont dans le déni, en fait. Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas le temps de se parler avec eux-mêmes. Je veux dire un peu ça comme ça, c'est-à-dire de se connaître déjà. Parce que si on ne se connaît pas, on ne peut même pas savoir que ce qu'on vit, ce n'est pas normal. C'est Mm. pas bien. Quelqu'un va peut-être le vivre et dire: «Oh, c'est ma nature, c'est ma personnalité, c'est comme ça que je C'est suis et ça c'est que tout. je suis. Voilà, je c'est comme ça, machin, c'est ma vie». Or, le travail en soi, de se connaître soi-même, nous permet de nous rendre compte de certaines choses en nous qui sont peut-être bonnes et qui ne sont pas bonnes. Certes, je suis comme ça, mais c'est quelque chose qu'il faut que je change. Moi, j'étais comme ça. J'ai connu ce que j'étais. Ça a duré beaucoup d'années, mais j'avais en tête quelque part que ce n'était pas normal et qu'il fallait que je change parce que j'avais l'impression que je valais un peu plus que ça, en fait. Donc c'est pourquoi, pour moi, je pense qu'il est important de savoir, en fait, qui on est, notre identité, intrinsèque. Le deuxième point, c'est ce que donc Alors, on avait juste, dit juste avec déjà, même sur ce point-là, le oui, fait de l'identité, la vérité, c'est que si les personnes sont sincères en général, tu te dis que oui, c'est comme ça que je suis, mais toi-même, tu sais au fond de toi que c'est pas ça. c'est ça, voilà. Très frustré. Tu aimerais faire plus, tu aimerais demander cette promotion, tu aimerais avancer dans ta carrière, tu aimerais changer de boulot, mais tu n'y vas pas en fait parce que sincèrement, tu as juste peur en fait. Mmh, Les gens savent que c'est profond, c'est plus profond que ça et qu'elles veulent aller plus loin, mais elles n'osent pas parce mmh, qu'elles se sentent comme retenues par des forces invisibles. invisible, tout à fait. Tout à fait, Solène. Alors le 2e point, que je voulais souligner et on l'a abordé, hein, c'est vraiment sortir de sa zone de confort. Hmm. On n'a pas le choix. Pourquoi? Parce que la bataille finalement elle est interne. Si on regarde un peu aux caractéristiques par rapport aux définitions qu'on a eues du syndrome de l'imposteur au tout début, on se rend compte que finalement c'est une bataille de nous-mêmes, de toi avec toi-même. C'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas quelqu'un qui vient te dire que tu n'es pas capable, ce n'est pas quelqu'un qui vient te dire c'est toi-même en fait, avec ton toi et pour moi en fait, il faut vraiment essayer de sortir de sa zone de confort, de faire face à ces défis-là, à ces doutes, à ces peurs et de se dire: «Bah, à ce moment, quand je prends conscience que ce n'est pas bon, ce que je vis, bah, je les affronte». J'affronte la petite voix qui me dit à chaque fois: «Non, mais de toutes les façons, même si on t'avait donné la parole, tu n'aurais pas donné la bonne réponse». Ou alors même si tu as la réponse, tu vas le filer comme moi je faisais, je filais à la copine d'à côté parce que pour moi, je pensais que c'était peut-être beaucoup plus safe, voilà, Hmm. que ce soit la copine, ou le pote qui le dit plutôt que moi parce que voilà et donc mais le fait de sortir de sa zone de confort et d'affronter cela nous permet en fait de, bah, finalement aller à l'encontre de ce qui se passe, de cette bataille qui se passe à l'intérieur de nous et essayer d'y faire face finalement. C'est un défi contre nous-mêmes. C'est ça. Voilà. Je suis totalement d'accord avec toi. Le fait de se mettre dans des situations inconfortables, il faut assumer en fait. La vie est faite de situations inconfortables. On sera Mmh, très souvent, et puis de toute façon, on ne grandit que dans l'adversité. On ne grandit pas quand on est dans une zone de confort. Quand on est dans une zone de confort, ça ne bouge pas. ça bouge Même vous pas. savez que ça ne bouge pas. Quand vous faites les mêmes choses année après année, vous n'est pas comme ça que vous allez obtenir une promotion. C'est pas comme ça que vous allez avancer. C'est vraiment en relevant de nouveaux défis et ne pas avoir peur de se tromper. Je dis ça parce que je sais que moi, il y a un bouquin que j'ai lu il y a quelques années déjà qui s'appelle Oser réussir et elle parle d'un fixed mindset. La première fois que j'ai entendu ça, c'est un concept vraiment qui m'a vraiment bousculé. Elle parle d'un type de personnalité qui pense que quand ils naissent, soit tu nais intelligent, soit tu nais idiot. C'est vraiment, Mmh, ils pensent que l'intelligence, c'est une capacité qui est assez fixe et qui ne peut pas se déployer. Donc, vous allez voir ça chez les enfants qui, quand ils ont eu 17 au lieu de 19, c'est la terre entière qui a pris feu, quoi. C'est vraiment, ils sont très, très mal dans leur peau, ça va pas du tout, ils remettent tout leur monde en question parce qu'ils n'ont pas compris que l'intelligence et leurs compétences de manière générale peuvent se déployer. On peut apprendre, on peut se développer tous les jours. On vient certes avec un certain niveau, mais on peut travailler pour acquérir plus de compétences. Et j'avoue que j'avais jamais pensé à ça, mais je me suis reconnue dans dedans en me disant, mais en fait, en vrai, ça.
quand tu changes de manière de penser, tu te rends compte que l'échec même, c'est pas un échec, c'est OK, on me reprend, on me dit que OK, ma copie n'était pas bonne, je la reprends en me disant OK, bah, je vais faire une meilleure copie et puis c'est tout. Plutôt que de Mmh, passer là et te dire ah mince, je n'y arrive pas, je vais pas y arriver, mais comment je vais faire? Et ça répond un peu à la question qui nous a été posée dans le chat de OK, comment gérer l'angoisse des débuts pour un nouveau poste? C'est ne pas avoir peur de faire des erreurs. Tu vas faire des erreurs. Enfin, ça fait partie du process. Comme j'ai dit, pour apprendre à marcher, il faut tomber. Je le pratique aujourd'hui avec ma fille qui est en train d'essayer d'apprendre à marcher, qui marche même déjà. Mais pour réussir à marcher, je l'ai vue tomber tellement de fois et elle se relevait avec sourire. Ça prouve qu'en fait, il faut essayer pour pouvoir trouver cette stabilité-là. Il faut essayer plusieurs choses. Vous allez souvent vous louper, mais c'est pas grave en fait. Ça fait mmh, partie mmh, du process d'apprentissage. Vous êtes en train de vous découvrir, vous êtes en train de travailler à devenir une meilleure personne demain, mais assumez qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir faire des erreurs, que personne ne vous fasse vous sentir mal parce tout que à vous êtes fait. en train de vous tromper. Mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Faites des erreurs et puis demain, vous allez plus faire la même erreur. Mais il faut accepter que c'est tout un processus et Dieu est le juge des processus. Il faut Mmh. accepter d'y aller étape par étape, step by step, un peu, coudé par coudé une certaine, j'aime bien dire. Niveau par niveau. Non, mais sincèrement, c'est comme ça qu'on apprend. Mmh. Comme ça qu'on apprend. Donc oui, je te J'avais laisse un continuer troi avec les astuces. J'avais un 3e point et un dernier point, c'est vraiment, s'entourer des personnes positives et cultiver le positive mindset. Pour moi, moi, je trouve que c'est une clé qu'on doit attraper. Surtout pour quelqu'un qui sait qu'il a ce syndrome-là. Pourquoi? Parce que même la Bible dit, hein, que la mauvaise compagnie, c'est quelque chose qui va corrompre les bonnes mœurs. On peut pas être conscient qu'on est peut-être malade, je veux dire ça, qu'on a un problème et ne fréquenter que ceux qui nous ressemblent, c'est-à-dire que ceux qui ont les mêmes problèmes que nous. On fait un groupe de: «Ah, nous, on est comme ça. Nous, vraiment, voilà, il faut pas trop nous déranger parce que c'est comme ça, c'est notre manière d'être. Nous, on ne nous dérangez pas». Voilà. Donc on sait qu'on a ce syndrome-là, on va chercher juste à marcher avec les personnes qui sont comme nous. Comme ça, Hmm. on va peut-être se dire: «Les autres, ils vont pas nous juger, on va se comprendre entre nous». Et ça, c'est quelque chose à ne pas faire du tout, à éviter, parce que, ça n'aide pas. Souvent, il faut être confronté à la réalité et la personne positive, c'est quelqu'un qui va comprendre ce que tu traverses, t'aider, peut-être te juger, peut-être, voilà, te parler un peu fort, peut-être t'aider, voilà, te sortir un peu, on va revenir un peu de ta zone de confort. Moi, c'est un peu ce que mon mari, il a fait, en fait. C'est-à-dire que, bah, il était là, il voyait comment je tremblais, il voyait comment je pleurais par rapport à des entretiens. Il me dit: «Mais qu'est-ce qui se passe? C'est toujours l'entretien là qui te met dans cet état comme ça? Tu as l'expérience, mais tu as ça, tu as ça». Je disais: «Non, non, non». Donc il faut quelqu'un qui galvanise. C'est-à-dire la personne positive qui va t'aider à te faire comprendre que tu vaux mieux que ce que tu penses être. Tu es capable d'aller au-delà de ta limitation à toi et cultiver pour moi le positive mindset, c'est un peu ce que les Américains font. Alors on a tendance à chaque fois à se moquer un peu des Américains, on dit: «Ouais, I know I can make it, I can do it», machin, enfin pour moi, c'est quelque chose que je fais. Techniquement, j'ai l'habitude de, quand j'ai un défi et que j'ai envie de positiver mes pensées par rapport à un défi, je prends un cahier et j'écris, hein. J'écris, je dis: «Je sais que je vais être, je serai», je l'écris autant de fois que possible, en fait, pour que la pensée, pour qu'en fait, l'intention puisse arriver jusqu'à ma tête, en fait, et qu'au final, que je puisse croire que ce que je veux vraiment être, hein, voilà, que je puisse m'y imprégner. Et donc, on l'a peut-être vu, enfin, je prends un exemple tout bête avec, Coco Gauff, la petite, Hmm. tenniswoman qui a gagné, la numéro 1 mondiale, qui s'est écrasée comme une Goliath et qui n'a même pas pu reconnaître qu'à un moment donné, voilà, elle me dit: «Oui, non, mais elle a gagné parce que, j'ai pas été, bonne». Bah, à un moment donné, j'ai envie de dire, quelque part, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit meilleur que l'autre. Sinon, Simplement. voilà, whatever. Et donc ce qui m'a beaucoup intéressée, dans la victoire de Coco Gauff, c'est qu'elle a montré, en fait, dans son statut, son petit cahier. Après qu'elle ait une vision, en fait, elle écrivait dans son petit cahier: «Je vais gagner le Wimbledon». Je ne sais pas combien de fois elle a écrit ça,
c'était une petite feuille en fait qu'elle a filmée et en fait elle a écrit, elle a écrit, elle a écrit et ça c'était à la suite des multiples défaites, hein, parce qu'il faut savoir qu'elle elle n'enchaîne pas forcément ses victoires. Donc elle l'a écrit et pour moi c'est quelque chose qui mine de rien, même si on ne le voit pas comme ça impacte notre système de pensée, ça impacte notre manière de voir, de réfléchir et ça nous aide. Plus précisément pour des personnes qui sont, voilà, qui souffrent de ce syndrome de l'imposteur. C'est le, voilà. Moi, je Je suis sais pas si totalement Inès, ouais. Non, je suis totalement d'accord en fait. Et puis le principe, il est même biblique, hein. C'est écrit la vision. Écrit Mmh. la vision, écrit la prophétie, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. C'est un principe que moi-même j'ai utilisé il y a quelques années. Euh, Quand je passais par une phase un peu semi-dépressive, j'aurai l'occasion de raconter sur, sur une prochaine thématique. J'avais mis Amen. des versets bibliques du sol au plafond dans ma chambre de 18 mètres carrés d'étudiante parce qu'il fallait que la vérité rentre en moi et Ah, jamais en mmh, fait dans ma vie que j'allais m'en sortir, que j'allais réussir. C'est comme ça que j'ai pu sortir de cette phase et puis aussi me débarrasser de ce syndrome-là parce que je l'ai fait. Et puis j'ai réutilisé le principe quelques années plus tard au travers de cette expérience douloureuse où j'ai perdu du poids parce que j'arrivais pas à faire la base de données. Pareil, j'ai dû me rappeler, en fait, j'ai dû proclamer encore, me rappeler sur ma vie que non, mmh, la grâce de Dieu me suffit. Ça, c'est mon verset pour le moment. En ce moment, vraiment, ta grâce me suffit. J'ai besoin de me rappeler que si Dieu est pour moi, je peux tout faire. Je peux mmh, tout faire. J'ai besoin de me rappeler que voilà, je suis intelligente, je suis brillante, l'Esprit de Dieu en moi. J'ai besoin de me rappeler, en fait. Ça m'aide au quotidien, mais au quotidien. Et ça, mmh, c'est une clé, les proclamations. C'est vraiment, c'est vraiment, vraiment une clé. Yes, on arrive à voilà, on dit si Dieu est pour moi, je peux tout faire. Donc, clairement, clairement, clairement. Est-ce que vous voulez partager, parce qu'on arrive à la fin du live, il y en a qui veulent partager aussi leur expérience, nous raconter comment ils ont fait face au syndrome de l'imposteur? Est-ce que vous avez eu des difficultés? Puis je regarde aussi dans le chat s'il y a des questions auxquelles nous n'avons pas répondu. Ah, je vois que Dominique a dit l'ancienneté où le nombre d'années d'expérience professionnelle permet de surmonter ce syndrome de l'imposteur. Tu as compris la question, Cynthia? Moi, c'est que oui, l'ancienneté où le nombre d'années d'expérience professionnelle permet de surmonter ce syndrome de l'imposteur. pour moi non. Pour moi, non. Heu, je vais peut-être argumenter. Non, pourquoi? Parce que, si ça avait été le cas, heu, je vais même sortir du syndrome de l'imposteur. Je vais prendre un exemple de quelqu'un, qui quitte un pays pour aller dans un autre pays. Quand j'étais à Londres, j'ai connu des personnes un peu peut-être plus âgées que moi à l'époque, des parents en fait, qui ont quitté leur pays et ça faisait à peu près, quoi, plus de 20 ans qu'ils étaient à Londres et ils n'étaient pas capables de prononcer un seul mot en anglais. Et quand je réfléchissais, je me disais: «Mais Attends, pardon, pardon, pardon. Ils étaient à... non, un mot, j'ai même peut-être une phrase. C'est-à-dire une phrase correcte, c'était non, c'était ne me parle pas». Non, mais vraiment, pour le coup. C'est-à-dire que tu peux passer autant d'années quelque part, si tu n'as pas la volonté d'apprendre quelque chose ou alors de te mettre dans la chose, tu ne le feras pas. Pour répondre à la question de Domi, en fait, l'ancienneté ne peut pas guérir, le nombre d'années professionnelles, pardon, ne peut pas guérir le syndrome parce que, tout comme moi, tu peux toujours te cacher derrière des collègues. Tu peux toujours te cacher derrière une équipe. Tu Hmm. peux faire 20-25 ans, sur un poste et te dire: «Bon, je n'ai pas envie d'avoir des nouveaux défis. Moi, j'ai ma petite cachette là, là où je suis, dans mon petit CDI et cetera. Je voilà, j'ai un peu bien négocié. Voilà ce qu'on me paye, je reste là. Je reste à ma place, en fait» et tu peux passer 45 ans dans cette boîte-là, avec le même système de pensée, la même manière de penser. Tu n'évolueras pas, en fait. Voilà, moi, c'est la réponse que je peux apporter Totalement d'accord. à ta question, Tommy. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi, Cynthia. Effectivement, ça n'a rien à voir avec le nombre d'années. Enfin, effectivement, je pense peut-être qu'elle posait la question en se disant, est-ce que finalement, quand tu as un certain nombre d'années d'expérience, tu deviens comme un expert et du coup, tu n'as plus peur. Je pense que c'est peut-être dans ce sens-là. C'est-à-dire, à force de faire
de répéter les mêmes actions, de faire les choses en permanence, tu commences à devenir une experte et du coup, bah, tu n'as plus peur parce que tu contrôles en fait la situation. Si c'est dans ce sens-là, oui, effectivement, tu deviens une experte, effectivement, et puis, effectivement, tu n'as plus le syndrome de l'imposteur, mais ça ne règle pas le problème dont on parlait, qui est que euh, tu peux être un ancien et toujours te cacher derrière les autres. Il y a des personnes qui font le même travail Moi, j'étais impressionnée. Je ne sais pas pour vous, si vous avez fait des jobs, mais moi, dans mes années étudiantes, j'ai fait des jobs, surtout de vendeuse, parce que je ne voulais pas travailler dans la restauration parce que j'avais peur de jeter les assiettes sur les clients très, très maladroite. Mais donc, du coup, j'ai choisi d'être vendeuse parce que j'avais vraiment la tchatch. Donc, du coup, en tant que vendeuse, j'arrive en boutique et je me rends compte qu'il y a des personnes qui font ce job depuis 10 ans. Moi, c'est Voilà. mon job étudiant. Je me dis, bon, je suis de passage, je vais faire ça un moment et puis je vais passer à autre chose. Mais il y a des personnes qui restaient là 20 ans, enfin, 10 ans en tout cas, moi j'étais impressionnée, mais effectivement parce ils avaient peur de, je sais pas, du prochain step ou autre, elle ne bougeait pas. Donc, elle devenait experte finalement, avec de l'expérience dans Oui. ce domaine-là. Et finalement, parce qu'elle devenait experte là-dedans, elle se disait, OK, je ne peux pas faire autre chose parce que je sais uniquement faire ça. Donc, ça te crée un autre problème finalement d'être expert. C'est un peu à double tranchant, j'ai envie de dire. Donc, non, oui et non. Je dirais du coup oui et non. Oui et non, oui et non. Ok, d'accord. Est-ce on a d'autres... Sinon, si on n'a pas d'autres questions pour l'instant, on peut vous parler un peu enfin, on peut un peu vous encourager pour la suite à prendre de nouveaux défis. Est-ce que tu as un peu comme un mot de la fin, Cynthia, une parole d'encouragement pour toutes celles qui nous écoutent? Alors, comme mot d'encouragement, je dirais que en tant que personne issue de la diaspora, parce qu'il y en a peut-être, enfin, on n'est peut-être pas tous issus enfin, d'Afrique, hein, il y en a peut-être qui sont nés ici, chacune en fonction de ses expériences et de son niveau d'atteinte ou pas au syndrome de l'imposteur, il faut légitimer le fait de penser grand, de s'approprier ses propres réussites. Pour moi, ça, c'est le conseil que je donne même aux jeunes étudiants que je rencontre, de ne pas se mettre dans des cases, de se dire, voilà, moi, je pense que mon niveau, il s'arrête là. J'en connais beaucoup qui le font, même au niveau d'aspiration professionnelle. Ah non, 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 je peux pas aller dans cette boîte-là parce que je trouve que c'est pas mon niveau. J'ai déjà entendu ça, moi, des étudiants voilà, qui se donnent, finalement, qui s'auto-limitent, en fait. Qui n'osent Euh, même pas postuler, tu veux dire? qui n'osent même pas postuler parce qu'ils se disent que là-bas, c'est pas non, ça, c'est pour les élites. J'ai Hmm. entendu, voilà, là-bas, c'est pour les élites. Moi, voilà, je me concentre ou alors je me contente voilà, à tel, 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 là où tu me demandes là, non. Voilà. Je ne veux C'est-à-dire, pas y aller parce que je c'est peux pas y trop aller. grand. Je peux pas y Hmm. aller parce que pour moi, c'est trop grand. C'est pas mon niveau là-bas. Donc, il faut vraiment légitimiser le fait de penser grand, de rêver grand, Mais de ne est-ce que pas tu réduire ses trouves ça, aspirations. juste par exemple, si on reste juste ça, je trouve qu'aussi, est-ce que c'est pas aussi lié aux personnes de l'entourage? Parce que souvent, effectivement, quand on est ici de la diaspora, on a tendance, c'est humain, on a tendance à aller vers les personnes qui nous ressemblent. Le fait de rester dans la communauté et ne se focaliser que sur les personnes de la communauté qui font que les choses d'une certaine manière, parce que finalement, ça restreint pas la vision. Tout à fait. Je pense que c'est un facteur qui restreint quand même la vision. Parce que, la découverte a toujours été quelque chose de très enfin, il y a un moment il y a un moment qui a réagi dans le live et qui dit: «Moi, je viens de quitter la médecine pour d'autres découvertes». Voilà, donc découverte, moi, c'était en fait, découvrir de nouveaux horizons, découvrir de nouvelles cultures, c'est quelque chose de très intéressant. C'est vrai que si tu restes fixé, heu, sur ces acquis, parce qu'il y en a qui font, hein, tu quittes, l'Afrique, tu arrives, tu ne cherches que les personnes comme toi, qui ont été limite même dans ton quartier, qui ont fait Qui ce que mangent le ça Nolais va depuis très chaque loin. Oui, année et se oui, oui. retrouvent à Voilà, l'Argentine. Oui, et ça, bah, je c'est ne veux clair. pas trop de problème. Moi, mon petit frère, quand il est arrivé, je lui ai dit: «Tu fais pas ça». Ça, Mm. c'est parce que tu vas finalement tu vas te renfermer, et à un moment donné, tu vas plus te retrouver parce que tu vas vouloir ramener, Douala,
à Bordeaux, ça ne marchera pas. Donc effectivement, il faut vraiment s'ouvrir. Il faut s'ouvrir parce que le le fait de s'ouvrir va nous permettre de découvrir des choses qu'on ne connaît pas et ça peut titiller même voilà, nos aspirations, nos manières de voir. Moi, par exemple, je prends toujours mon expérience, hein, quand moi je suis arrivée, je j'avais toujours envie d'être amie, enfin ou de traîner, si tu veux, avec des personnes qui n'étaient pas du tout de mon origine, parce que je pensais que j'allais apprendre, même si c'est au niveau de la nourriture, même si c'est au Hmm. niveau des quartiers ou des sorties, je pensais que j'allais beaucoup plus apprendre de quelqu'un qui ne vient pas ou qui n'a pas les mêmes limitations que moi, en fait. Mm, Et mm, donc voilà, ça c'était mon numéro un, même quand j'étais à Londres, je vivais avec des gens qui ne parlaient pas un mot français. ça Voilà, aide énormément, hein. On ne le dit ouais, pas assez, mais ça aide énormément de côtoyer des personnes qui n'ont pas le même background que nous. Déjà, ça tout te à challenge fait, même dans le système de pensée. Tu te rends compte que ouais, tout le monde ne réfléchit pas comme toi, tout le monde n'a pas les mêmes aspirations, tout le monde ne fonctionne pas de la même manière. Et puis, on est en France. C'est bien d'avoir des amis qui connaissent déjà le système, qui sont nés ici, qui savent, qui connaissent les rouages de la société. C'est hyper ouais, important, on ne le dit pas assez, mais il faut le faire. Il faut le faire. tout à fait, tout à fait. C'est vraiment une clé. Pour moi, c'est une clé de vraiment sortir de voilà, de cette petite De secte qu'on sa crée. communauté, de sa communauté. Après, c'est vrai que ça peut être effrayant au début, on ne sait pas comment faire, mais je vous assure, commencez juste à parler avec les gens, en fait. C'est vraiment pas aussi gros que ça. C'est pas aussi gros que ça. Commencez juste à vous intéresser aux gens avec bienveillance, parler avec calme, bienveillance, intérêt. Soyez aussi intéressant parce que, effectivement, alors, ce n'est pas du tout le sujet, mais je pense que ça peut être intéressant d'en parler. Quand on a Mmh, le syndrome de l'imposteur, comme Cynthia le disait tout à l'heure, elle avait aussi peur de donner son avis sur certains domaines, certaines discussions. Elle avait peur d'occuper sa place. Quand on lit des livres, on devient plus cultivé, plus intéressant. On est beaucoup plus à l'aise en fait à prendre la parole. On a mmh, beaucoup plus d'assurance. Quand on a du vocabulaire, on s'exprime correctement. On est beaucoup plus à l'aise à prendre la parole. Ça donne de la confiance en soi d'être une personne cultivée, qui regarde les informations, qui a des choses à dire. Soyez quelqu'un d'intéressant. Apprenez un mot. Moi, c'est des choses, je vous assure, moi, j'apprends des mots chaque mois. J'ai dans mon note parce que j'aime lire. Dans mon note, j'écris des nouveaux mots que j'ai appris chaque mois. Ça me permet de développer mon vocabulaire, d'avoir un vocabulaire assez élevé. Et ça te rend intéressant. Moi, j'aime quand je suis à table avec mes collègues et que je sors un mot, on me dit, mais oh, mais qu'est-ce que ça veut dire? Même des Français dessus, s'ils me demandent, mais tu n'as jamais entendu. Oui, oui, tu n'as jamais entendu ce mot-là. Et ben voilà, bah, tu vas dormir moins bête aujourd'hui. Mais voilà, d'être intéressante. Ça fait que du coup, mmh, forcément, on aime m'inviter à sortir, on aime me donner la parole parce que ce que je dis, c'est intéressant. Ça aussi, ça donne de l'assurance d'avoir du vocabulaire, de s'intéresser à des sujets qui sont en dehors même de votre zone. Vous pouvez travailler en économie et vous intéresser au droit. tout à fait. Intéressez-vous au droit, intéressez-vous à la politique, intéressez-vous à des sujets en dehors de votre scope pour être une personne qui pourra rajouter en fait dans une conversation qui vous pourra apporter un plus. Ça donne énormément, ça donne de gagner en confiance en soi énormément et ça aide aussi pour le réseautage. C'est pas le sujet du jour, mais ça aide énormément Ouais, pour le réseautage. Éviter de rester avec des personnes seulement de la communauté qui parlent des mêmes choses. Je suis un peu cliché quand je dis qu'ils vont aller manger le ndolé le samedi, mais c'est clairement ça. Donc, des ouais, personnes qui, je dis ndolé, mais ça peut être, je sais pas moi, le garba ou, checker. je sais pas, tchéké, ou enfin, bref, ce que vous voulez, mais évitons de rester toujours dans la Mmh communauté, mh, les mêmes choses, avoir les mêmes défis, mmh, toujours. Parce qu'après, vous vous demandez, mais comment est-ce que je fais pour trouver tel travail, tel travail? Mais vous êtes toujours entre vous, vous pouvez pas entre trouver vous, de travail parce qu'entre vous, vous avez les mêmes défis. Vous avez tout les à mêmes... fait, Moi, tout à fait. moi, quand je repense à mon parcours, comment je me suis retrouvée dans telle entreprise, comment j'ai fait telles études, je vous assure, j'ai repensé à ça récemment et je me suis rendu compte que c'était du réseautage. C'est parce que j'ai toujours trouvé quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Quand je fais mon stage chez Price à l'époque, chez PwC, c'est parce que je suis allée en semestre à l'étranger et que j'ai connecté avec une fille, enfin vraiment, on s'est bien, on a connecté et puis son frère était associé, donc c'est comme ça que je me retrouve comme ça. Et quand je me retrouve là-bas, je rencontre une fille qui me dit non mais viens, on va faire nos études à Schema et c'est comme ça que je vous assure,
tout mon parcours, c'est toujours à connecter avec une telle, à poser des questions, à être aussi suffisamment intéressante pour qu'on s'intéresse aussi à moi. Et comme Mmh. ça, de fil en aiguille, en fait, créer mon réseau et voilà, en fait. Et grandir en assurance parce que je pose des questions, parce que je m'intéresse. C'est comme ça, en fait, qu'on, qu'on efface, qu'on étouffe ce syndrome de l'imposteur. Cultivez-vous, la famille. Cultivez-vous. Cultivons-nous. Continuons à nous cultiver. Continuons à nous former. Ça rend intéressant et ça brise les barrières. Tout à fait. Mmh. J'ai beaucoup parlé, hein, mais Non, c'était très intéressant, c'est très intéressant parce que c'est un défi très majeur, hein, Inès, ce que tu soulignes là. C'est un défi très majeur. Je me rappelle au tout début, et ça, enfin, je rebondis un peu parce que mon mari, lui, il était très, conservateur. C'est-à-dire, le Camerounais qui ne veut pas trop s'intégrer mais il a eu, enfin, il a compris très vite, tout de suite que ça ne peut pas marcher. Parce qu'à un moment donné, il me disait: «Mais je peux pas m'asseoir, oh tous les lundis on va te demander, alors, le week-end, qu'est-ce que tu as fait?» Il me dit: «Mais ah moi j'ai oui. rien fait, je sais pas ce que tu racontes ce que tu fais le week-end. J'ai visité moi j'ai pas visité, moi je moi je visite pas». Donc à chaque fois, être assommé par toutes ces questions-là, où il faut peut-être essayer de sortir. Je dis, bah oui, bah là, à ce moment-là, il faut peut-être que tu essayes de sortir parce qu'il faut te cultiver. Finalement, ça reste un exercice qui est bien. Parce que si tu sais que lundi, on va te poser la question, qu'est-ce que tu as fait le week-end? Bah, essaye de faire quelque chose le week-end. Essaye de sortir de ta routine de je reste à la maison, je ne fais rien, je machin, pour du moins être intéressant parce qu'on sait tous que c'est comme ça que ça fonctionne en entreprise. Plus tu parles avec d'autres, plus tu es ouvert, plus tu es intéressant. Et enfin, comme Inès l'a dit, on ne va pas déboucher sur on va peut-être ouvrir le débat sur un prochain, Le prochain live. prochaine thématique sur le réseau, effectivement. Donc, il y a ça aussi qui rentre. On peut peut-être, voilà. Donc, plus tu es intéressant parce que tu arrives à parler d'autres choses que finalement ce que tu connais ou ta routine, plus tu attires des nouvelles personnes. Et ça peut aussi t'aider, comme Inès l'a dit, que ce soit sur tes recherches ou même dans 6 7 ans, quand tu vas ouvrir ta boîte. Parce que moi, aujourd'hui, je suis consultante indépendante, j'ai mon entreprise que je gère. Si j'avais été quelqu'une qui était tout le temps seule, en train de parler à mes 2 3 amis du Cameroun que je connais très bien parce que j'ai pas trop envie de parler aux autres, moi, la majorité des personnes aujourd'hui qui me trouvent enfin, avec qui je collabore, sur des missions et cetera, c'est des personnes que j'ai rencontrées dans mes différentes, entreprises, mais qui n'étaient pas africains. Voilà, on va dire ça comme ça. C'était des personnes d'autres origines finalement, d'autres pays, avec qui je causais, avec qui je sympathisais, avec qui j'apprenais un peu plus de leur culture, je m'intéressais à eux. Aujourd'hui, on garde de bons contacts. Pas parce que je suis trop forte en ce que je fais, mais quelque part aussi, on a eu à créer ce lien-là, de par les conversations, qui aujourd'hui, finalement, me servent des années plus tard, 6 ou 7 ans plus tard. Donc voilà, faut pas c'est un point à ne pas minimiser, du moins. Exactement, exactement. Et puis, voilà, le Tiara, c'est une plateforme chrétienne, donc forcément, on va vous dire, accrochez-vous à Dieu, comptez sur le Saint-Esprit qui conduit vos pas, soyez ouvertes. Si vous dit, allez à gauche plutôt, alors que vous avez fait des études, je sais pas moi, de cuisine et qui vous dit de vous devenir infirmière, soyez flexible, soyons flexibles, soyons souples, vraiment pour pouvoir saisir ces nouvelles opportunités qui vont se présenter parce qu'il y en a toujours et c'est Dieu qui conduit notre pas niveau après niveau. Je reviens encore, c'est Mmh. ça. Coudée après coudée. Faites confiance à Dieu. Non, mais sincèrement, faites confiance à Dieu. Et puis, c'est vraiment. Enfin, j'atterris en même temps parce que je Mmh. regarde aussi le temps. Mmh. Euh, Vraiment, je pense que l'essentiel a été dit. On a parlé d'identité, on a parlé du fait que c'était un combat intérieur, on a parlé de réseautage, on a donné pas mal de tips que j'espère vont vous servir. On va s'arrêter là pour ce soir. Je tiens à remercier Cynthia vraiment pour tout ce qu'elle nous a partagé. Et vraiment, à toutes aussi, à tous qui avaient participé pendant le live. Surtout s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous les mettre. On pourra peut-être y répondre dans les commentaires en résumé. On va essayer de faire un résumé de ce qui a été dit, ce qu'on a partagé ensemble. J'espère que vous aviez appris des choses. Cynthia, merci beaucoup, beaucoup de t'être Merci prêtée. à toi Inès, merci de m'avoir accordé ce privilège. C'est vraiment un privilège de pouvoir intervenir sur cette plateforme, voilà, de Tiara Pro.
Merci beaucoup. Merci énormément. Merci Merci à beaucoup tous. à toi. En tout cas, nous avons passé une excellente soirée et nous souhaitons que votre soirée demeure aussi excellente. Et donc, on se retrouve très prochainement pour le prochain live et on dit à bientôt.